dans la mise en œuvre pratique de ce dispositif, puisque vous comme moi, on se retrouve directement en entreprise à essayer de faire bouger les choses dans le bon sens. L'enjeu, c'est évidemment d'arriver à signer des accords majoritaires demain. D'ailleurs, Antoine Fouché, qu'on avait lors d'un petit déjeuner il y a quelques semaines, disait dans un an ou deux, on verra la différence entre les entreprises qui ont réussi à avoir un mode de fonctionnement concertatif avec leurs IRP et les autres, parce qu'ils arriveront à signer des accords d'entreprise qui seront différents de ce que les autres arrivent à signer. Et dans ce cas de figure-là, ils gagneront en compétitivité et donc que le meilleur gagne dans le monde de demain. Signer un accord, c'est bien. Le mettre en œuvre correctement pour que ceux qui ont signé ne se fassent pas rétamer aux prochaines élections professionnelles, c'est mieux, quoi, hein. Bon. Et donc ça va nous amener de plus en plus à être là dans la mise en œuvre des accords et donc aussi dans le fait de les préparer avec les managers opérationnels dans les différentes entités concernées, plutôt que de simplement se dire j'ai réussi avec la direction générale et avec les organisations syndicales à faire la signature de l'accord et puis après, advienne que pourra. On sait tous qu'il y aura moins de représentants du personnel. Juste pour vous donner un exemple, je ne peux pas vous citer le nom de l'entreprise, mais j'ai 400 représentants du personnel. Demain, j'en aurai moins de 200. Bon. Donc comment je fais pour remettre au boulot les 200 autres? C'est un vrai sujet aujourd'hui, hein. Et beaucoup d'entreprises commencent à se poser sérieusement la question. En revanche, la question qui se pose, c'est comment je suis vraiment représentatif de tous les métiers de l'entreprise. Alors, si c'est une seule boîte où tout le monde est au même endroit, dans le même immeuble, tout va bien, hein. Dès que vous commencez à avoir des sites différents, des métiers différents, etc., vous savez bien que la représentation du personnel se concentre souvent sur un certain nombre de métiers. Bon. Donc il va falloir retravailler ces aspects-là. Vous imaginez les discussions qu'il peut y avoir avec les partenaires sociaux que j'ai en ce moment dans certaines entreprises pour élargir la représentation du personnel parce que les premières élections du CSE, on va les mettre en place fin janvier. Alors juste pour donner une toute petite illustration par rapport à ça, j'ai signé mon premier protocole d'accord préélectoral sur le CSE avec la CGT et Force ouvrière. J'ai encore 50% de mes clients dont l'agenda est plutôt choisi par les organisations syndicales qui disent oui, mais nous, on voudrait parler de ça, et etc. Bon. Aujourd'hui, évidemment, on attend des entreprises qu'elles soient capables de maîtriser l'agenda et elles-mêmes de savoir dans quel ordre elles vont faire les choses. Et il faut savoir où on va. Et le nombre de cas de figure où aujourd'hui les entreprises m'appellent en disant « Ah bah oui, mais notre niveau d'absentéisme est trop élevé ». Enfin, c'est un cas de la semaine dernière. Hein. Et il est trop élevé parce que j'ai de la subro et puis parce que je n'ai pas le jour de carence. Donc Axel, il faut que tu m'aides à négocier ça. Et je lui dis « Mon loulou, oui, je veux bien, mais c'est quoi ton problème ?» Bon. Et en fait, le problème, il n'est pas du tout là, évidemment. Bon. Parce que c'est un symptôme d'un problème plus profond, d'un problème d'organisation du travail, hein, puisque les gens sont fatigués, la variabilité de l'activité est comme ça. Donc quand je lui ai montré, il s'est rendu compte, mais il ne le savait pas, hein, que la productivité individuelle horaire allait de 1 à 2. Ben, je lui ai dit, si tu veux faire une activité de qualité, tu ne peux pas avoir une productivité qui va de 1 à 2. Alors moi, je viens du monde de l'automobile, hein, les standards, c'est des trucs qu'on aime bien. Voilà. Mais ce n'est pas juste pour faire chier le monde, hein. C'est parce que d'abord, si on n'a pas de standard, on ne peut pas progresser. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas assurer la qualité à partir du moment où on dit le jour où il y aura plus de travail, les gens vont courir plus vite. Donc vous avez besoin d'avoir un observatoire des métiers à l'intérieur de l'entreprise qui en plus est ouvert sur l'extérieur parce que dans certains cas, vous allez avoir des possibilités de reclassement sur les métiers dits sensibles. Hein, voilà. Et puis dans d'autres, vous n'allez pas en avoir à l'intérieur de la boîte. Donc votre obligation, ça va être de dire quels sont les métiers à l'extérieur qui sont en tension, c'est-à-dire sur lesquels j'ai moins de candidats que de postes à pourvoir, hein, et par rapport à ça, quels sont les blocs de compétences qu'il faut que je mette en place pour donner la possibilité aux gens d'avoir accès à ces métiers-là. Quand j'ai fait tout ça et que j'ai montré que socialement, j'essaye de résoudre le problème. Après, si j'ai besoin de changer le modèle social,
j'ai des trucs à raconter à mes salariés. Si vous avez montré quelles sont les perspectives, internes et externes, ben vous avez quelque chose à raconter. Et à ce moment-là, vous pouvez embarquer les managers. Et quand on embarque les managers, ben on est capable de faire suivre les salariés, quoi, hein. Voilà. Si vous n'avez pas mis en place tout ce process-là, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc la rupture conventionnelle collective, dans ce cas-là, oubliez. Bon, donc les consignes aujourd'hui sont extrêmement claires, hein. Plus de licenciements à 57 ans. Voilà. Donc plus de passage par la case chômage. Alors je vous dis juste pourquoi, hein. 800 millions d'euros par an. La société de langage suisse, c'est une entreprise familiale, une ETI, donc culture participative, familiale, on prend en compte les gens. On nous a dit, non, passer en force avec une décision unilatérale, c'est pas trop culturel. Donc on est parti sur le dire, ok, on va faire un accord collectif. Petite question que je vous poserai, qui s'est posée, on a 4 syndicats, une CGT qui dit, nous, on n'a pas vraiment envie de reporter les élections. C'est quoi les conditions de signature de cet accord collectif? Je vais vous dire, on a consulté les avocats. Et là, on a eu pas vraiment de réponse, en fait. Pas vraiment de réponse. Donc la décision qu'on a prise, c'est de dire, culture participative, on va tenter la négociation d'un accord. Macron nous a fait reporter les élections d'un an. Et du coup, on se dit, mais alors, avec tout, ça nous a donné une telle ouverture sur des champs de discussion possibles et de négociation que pourquoi pas mettre tout ça en place? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première conséquence des ordonnances Macron chez nous aujourd'hui, c'est de se dire, mais attendez, ces ordonnances Macron-là, ok, on reporte les élections, mais ça veut dire qu'il faut qu'effectivement, en 2018, on en fasse une année de négociation d'accord. Et finalement, quand on regarde bien les ordonnances Macron, à compter du 1er janvier 2018, il y a des choses qui évoluent déjà en termes de négociation d'accord d'entreprise. Et la notion de majorité évolue à partir du 1er mai 2018. Donc la question qu'on est en train de se poser, c'est quel timing on va donner dans tout ça. Et donc la logique, se dire à partir du moment où il y a nécessairement des choses à négocier et à discuter, profitons peut-être pour en mettre tout le paquet et essayer de négocier un maximum de choses. On a le sujet des barèmes des indemnités prud'homales. Alors là, on n'a pas encore eu beaucoup le cas. Alors aujourd'hui, la politique de l'entreprise, là-dessus, elle est assez saine. Elle est de dire... on négocie les transactions quand ça paraît nécessaire, et dans les autres cas, on va au prud'homme. On n'a pas peur d'aller au prud'homme. Généralement, d'ailleurs, on gagne tous les cas prud'homaux. Donc, il y a une politique assez équilibrée par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on voit les barèmes des indemnités prud'homales, alors on n'a pas encore eu beaucoup de cas, mais je pense que vous avez tous constaté qu'on a quand même une tendance, quand on a des contentieux, à ce que les gens en mettent des couches et des couches. Là, le premier réflexe, c'est de se dire, mais finalement, ça va être plus simple. Parce que finalement, on va dire aux salariés, bah, écoute, de toute façon, c'est 4 mois ou 3 mois ou 5 mois, tu vas avoir au prud'homme. Donc, il y a moins de discussions possibles et c'est plus facile. Mais aujourd'hui, le télétravail est un sujet qui est arrivé, qui est latent. Je dirais qui est latent, parce qu'il y a une vraie attente des jeunes générations. Et nous, on est en train de faire une enquête sur l'adéquation du fonctionnement de l'entreprise par rapport aux attentes des jeunes générations. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une attente des jeunes générations sur... des modes de fonctionnement différents, et le télétravail est un des sujets d'attente. Donc c'est sûr que quand l'ordonnance Macron commence à parler de télétravail, ça a fait le buzz dans l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de mettre en place du télétravail. C'est-à-dire que la problématique, c'est de dire aujourd'hui, des ordonnances Macron, c'est de dire quand il y a du télétravail existant, encadré ou pas encadré, hein, peu importe, et quand il y a du télétravail officiel ou pas officiel, si quelqu'un demande en disant moi mon petit copain d'à côté là il peut rester chez lui un jour par semaine pour travailler sur ses rapports, moi je demande à pouvoir faire la même chose, c'est sûr qu'on ne peut pas refuser sauf à le justifier. D'accord? Par contre, s'il n'existe pas de télétravail, on n'a aucune obligation. Et c'est là où c'est intéressant avec les ordonnances Macron, parce que finalement, et c'est pour ça que c'est un petit peu le message que j'ai voulu faire passer, en disant quand on commence à dérouler le truc, on se dit mais finalement ces ordonnances, si on veut aller jusqu'au bout de la logique, en fait il faut se mettre à négocier plein de trucs. Et c'est l'opportunité de négocier plein de choses. C'était ça le message en fait que je voulais donner.